Bonjour et bienvenue dans ce qui constituera l'ultime séance de cette séquence un peu plus longue que d'ordinaire consacrée à l'aménagement du territoire français, la séance 8 de la séquence 4 du programme de géographie des classes de 3e. Grand H, oui, c'est temps que l'on s'arrête, hein, parce que ça ne tiendra bientôt plus sur la diapositive. Grand H, les territoires de la France ultramarine, hein, encore une fois, ultramarin, c'est l'adjectif qui correspond à l'outre-mer. Et outre-mer, ça veut bien dire ce que cela veut dire par-delà les mers. Et c'est une mise en perspective. Et au cours de cette mise en perspective, nous allons tenter d'apporter une réponse claire, précise, complète aux questions suivantes. Où sont situés les territoires de la France ultramarine? Parce que pour l'instant, on ne sait guère situer que l'île de la Réunion, ça fait un peu juste. Et quelles sont leurs spécificités par rapport au territoire de métropole, par rapport à notre bon vieil hexagone? Là, par contre, on a déjà quelques idées, puisque, comme je vous l'ai laissé entendre, la Réunion rassemble toutes les particularités de l'outre-mer, à l'exception d'une seule. Avant de vous présenter la carte de la France ultramarine, hein, c'est la prochaine carte, il faut déjà se poser une première question. Comment se fait-il que la France est présente aujourd'hui, en 2020, à peu près partout sur la surface du globe? Et la réponse est à chercher dans l'histoire. Si la France aujourd'hui possède des territoires ultramarins, elle le doit au fait qu'elle a bâti au cours des siècles, à partir du XVIe siècle et jusque dans les années 1960, elle s'est bâtie plusieurs empires coloniaux. La carte que vous avez sous les yeux vous montre la France et son empire colonial avant 1914. Bon, il y a eu d'autres empires auparavant. Et évidemment, une grande partie, la très grande majorité des territoires de l'empire colonial ont pris leur indépendance. Ce ne sont plus aujourd'hui des territoires français, par exemple l'Algérie, par exemple le Sénégal, mais aussi l'Indochine ou l'île de Madagascar. Mais, et ça n'est pas une coïncidence, ce qui reste de l'empire colonial et qui est resté français, qui est devenu territoire français à part entière, est devenu la France ultramarine, hein, que ce soit Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est une survivance de l'empire colonial français du Canada, hein, le fameux Québec. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que la France possède encore aujourd'hui un empire colonial. Je ne suis pas en train de vous dire que les habitants des Antilles, Guadeloupe, Martinique, sont des indigènes. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ces territoires ont été colonisés par le passé, dans un passé plus ou moins récent, plus ou moins ancien, par la France, mais aujourd'hui, que l'on soit bien d'accord là-dessus, ce sont des territoires français à part entière, et les habitants de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna, de la Réunion, etc., sont aujourd'hui des Français égaux aux Français de métropole. Hein. On ne parle plus d'indigènes et de coloniaux. Voici la carte de la France de l'outre-mer que nous n'allons pas tarder à construire nous aussi, parce que
on ne sait jamais, à l'examen, en géographie, surtout si vous aviez un sujet qui portait sur l'aménagement ou les caractéristiques de l'outre-mer français, vous pourriez être amené à situer dans l'espace quelques-uns des principaux territoires ultramarins français. Alors je pense qu'on vous ferait grâce des territoires qui ne sont pas du tout peuplés, comme les îles Kerguelen. Mais par contre, c'est sûr qu'on peut vous demander de situer la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, c'est-à-dire les territoires les plus connus, les plus peuplés, les mieux mis en valeur de la France ultramarine. Alors, j'ai dit que ces territoires étaient des territoires français à part entière aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont tous le même statut. Vous avez des territoires qui ont le statut de départements et régions d'outre-mer, les fameux DROM, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, Réunion. C'est ceux qui sont bordés de rouge. 5 territoires qui sont autant de régions, 5 régions ultramarines à rajouter aux 13 régions de métropole pour faire les 18 régions du nouveau découpage régional administratif, celui en vigueur depuis le 1er janvier de l'année 2016. Après, vous avez des collectivités d'outre-mer, les COM comme collectivité d'outre-mer, donc Wallis et Futuna, la Polynésie, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, il ne faut pas spécialement chercher une logique géographique à ce découpage administratif, parce que Guadeloupe, Martinique, Guyane, certes, font partie d'un même ensemble régional, les Caraïbes, mais Mayotte et la Réunion sont dans l'océan Indien. Il en va de même pour les collectivités d'outre-mer. Wallis et Futuna, Polynésie française, oui, on commence à se dire, effectivement, voilà, c'est des territoires qui sont en Océanie, dans l'océan Pacifique, d'accord. Sauf que Saint-Martin, Saint-Barthélemy sont aussi une collectivité d'outre-mer, mais elle est située dans les Caraïbes, juste à côté des départements et régions d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane. Quant à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une collectivité d'outre-mer qui, elle, est située dans l'Atlantique Nord. Alors, je vous rassure, je ne pense pas qu'à l'examen, on vous demande de préciser quel est le statut administratif de Saint-Barthélemy. Et puis, il reste un dernier cas particulier, ce sont les îles Kerguelen, les TAF, les terres australes antarctiques françaises. Bon, de toute façon, ce sont des territoires qui sont sans habitants et qui sont très proches de l'Antarctique. Et puis, vous avez la Nouvelle-Calédonie qui, elle, est un territoire beaucoup plus peuplé et qui a un statut tout à fait à part, puisque au moment où je vous parle, il y a une petite probabilité pour que ce territoire proclame son indépendance par voie de référendum, puisqu'il est prévu en 2020, il a été probablement retardé par la crise du coronavirus, et ce sont les Néo-Calédoniens qui décideront de leur avenir. Il y a de fortes chances pour qu'ils restent français, mais sait-on jamais. L'avenir nous le dira. Restons quelques instants sur la carte pour tâcher de distinguer les particularités, les spécificités, les singularités, appelez-les comme vous voulez, des territoires de la France ultramarine. Et comme vous pouvez le voir, il est assez évident que si la France est présente un peu partout dans le monde, c'est parce que les territoires ultramarins sont éparpillés. Hein, on en trouve bon, un peu partout, c'est peut-être exagéré, c'est peut-être une expression un peu toute faite, mais on trouve des territoires ultramarins
dans tous les grands océans de la planète, hein, l'océan Atlantique, même si c'est plutôt l'Atlantique Nord, l'océan Indien, et également l'océan Pacifique. Tout simplement parce que à l'éparpillement s'ajoute une autre singularité, c'est l'insularité. C'est-à-dire que nous avons affaire à des territoires qui sont pour la plupart constitués d'îles, ou s'il s'agit d'ensemble d'îles, comme la Polynésie française, qui est composée de plusieurs centaines d'îlots ou d'îles, ce qu'on appelle des archipels. Il y a une seule exception à la règle, c'est la Guyane. Hein, il faut toujours une exception, sinon ça n'est pas drôle. La Guyane, qui est le seul territoire continental français de la France ultramarine, parce que ce territoire est ancré dans le nord-est du continent sud-américain, entre le Suriname et le Brésil. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur la manière dont est souvent cartographiée la Guyane. D'abord, elle n'est pas cartographiée à son échelle, à la même échelle que les autres. Hein, c'est une remarque, une critique que l'on pourrait faire, parce que 1 cm fait 100 km pour la Guyane, quand 1 cm fait 10 km pour Mayotte. Ce qui donne l'impression que Mayotte représente presque la moitié de la Guyane, alors qu'en réalité la Guyane est beaucoup plus vaste. Donc là, il y a un problème d'échelle. Et ensuite, très souvent, on représente la Guyane sans ses voisins. Ce qui donne l'impression que la Guyane est une île. Il y a des gens qui peuvent croire, qui en sont persuadés d'ailleurs, que la Guyane est une île. Et d'ailleurs, pourquoi ne serait-elle pas une île, puisque tout le reste de la France ultramarine est justement composé d'îles? Eh bien non, la Guyane n'est pas une île. La Guyane est un ensemble continental. Mais c'est un problème de représentation cartographique. Autre caractéristique, donc l'insularité, l'éparpillement, l'éloignement vis-à-vis de la métropole, hein, parce qu'on a des chiffres qui sont quand même assez évocateurs. Hein. La Réunion est à presque 10 000 km à vol d'oiseau, ça nous est rappelé en haut à droite, mais Mayotte c'est 8 000 km, la Guyane c'est 7 000, la Martinique à peine moins, la Guadeloupe à peine moins. Le record c'est pour Wallis et Futuna. Alors là, Wallis et Futuna, là on est à presque 20 000 km, hein, c'est vraiment à l'autre bout de la planète. Mais au fond, la Polynésie, c'est presque 16 000 km. Vous voyez, finalement, le territoire ultramarin le plus proche, c'est finalement Saint-Pierre-et-Miquelon, aux portes du Canada et des États-Unis, et nous sommes à près de 5 000 km. Donc, très clairement, on a des territoires qui sont extrêmement éloignés de la France métropolitaine. Et puis, il y a aussi l'émiettement, l'éparpillement. Parce que, bon, on vous a représenté la Polynésie, pour la Polynésie française, là encore, il y a un problème de représentation cartographique. Je ne vous dis pas que cette carte est fausse, hein, parce que sinon, j'en aurais mis une autre. Mais on pourrait croire que la Polynésie française, c'est deux îles, les îles Moorea et Tahiti. Et en réalité, non, comme je vous l'ai dit, il y a des centaines d'îlots. Je suis peut-être même en dessous de la vérité. Tous ne sont pas peuplés, et puis certains ne sont pas plus gros que le collège. Hein. Mais bon, donc, insularité, éloignement, éparpillement, émiettement, voilà les principales caractéristiques de l'outre-mer français. Nous n'allons pas attendre la fin de la séance pour construire notre carte, hein. On va la construire tranquillement dès maintenant. Donc je vous invite à vous munir de la planche que vous trouverez
disponible, la planche 8 normalement, qui est disponible dans votre espace numérique de travail si tout va bien. Et donc, comme la plupart de ces territoires, pour ne pas dire tous sauf la Guyane, sont des territoires insulaires, îles ou archipels, eh bien la première chose à faire, c'est de replacer les océans. Océan Atlantique, qu'on peut décomposer en Atlantique Nord, au nord bien sûr, et Atlantique Sud, devinez où, au sud bien sûr. L'océan Indien, et puis l'océan Pacifique, hein, qu'on va replacer 2 fois. Alors, on ne va pas replacer tous les territoires de l'outre-mer français d'un seul coup. On va y aller par statut administratif. Donc en rouge, on va commencer par replacer les 5 départements et régions d'outre-mer, les DROM, départements régions d'outre-mer. Donc je vous les donne, j'allais dire de gauche à droite, surtout pas, d'ouest en est. Guadeloupe, Martinique, bon, les 2 îles sont tellement proches qu'à cette échelle, j'ai fait un seul carré de couleur, hein, Guadeloupe, Martinique, et puis plus au sud, accroché au continent sud-américain, la Guyane. Ça c'est pour l'Atlantique Nord. Et puis après, eh bien, vous allez avoir dans l'océan Indien, alors au large, à l'est, au large de l'île de Madagascar, l'île de la Réunion. Et vous noterez au passage, je ne vous l'ai pas dit à ce moment-là, que la Réunion s'écrit avec double majuscule à la et majuscule à Réunion. Et de l'autre côté de Madagascar, à l'ouest de Madagascar, entre le continent africain et l'île de Madagascar, dans ce qu'on appelle parfois le canal de Mozambique, vous avez Mayotte, qui est le tout petit dernier territoire français ultramarin, puisque Mayotte a obtenu le statut de département français seulement en 2011. Il fait partie de l'archipel des Comores, mais il est le seul territoire français de l'archipel. Nous pouvons ajouter ensuite les collectivités de l'outre-mer, les COM, Saint-Pierre et Miquelon, donc aux portes du Canada et des États-Unis, au large de Terre-Neuve, dans l'Atlantique Nord, mais aussi dans l'océan Pacifique, la Polynésie française. Et nous obtenons ce que l'on appelle les DROM-COM. Alors, vos parents ont connu une appellation plus ancienne qu'on utilise toujours parce qu'elle a la vie dure. On parle parfois de DOM-TOM. DOM-TOM pour département d'outre-mer et territoire d'outre-mer. Bon, les DOM-TOM sont devenus les DROM-COM. Bon, il suffit juste de savoir que c'est à peu près la même chose. Sachant qu'il reste en particulier un territoire qui ne fait pas partie des DROM-COM, mais qui fait quand même partie de la France ultramarine. Je vous laisse 2 secondes pour le trouver. Eh bien, ce territoire, c'est justement la Nouvelle-Calédonie, qui possède donc un statut administratif particulier, un territoire assez autonome, et qui doit, en 2020, décider une bonne fois pour toutes, parce que ça a été l'objet d'un très très long processus qui a commencé il y a plus de 20 ans, qui doit déterminer une bonne fois pour toutes s'il reste français ou pas. Réponse au cours de cette année. Donc, vous verrez bien ce qu'il en est. Et donc, si on rajoute au DROM-COM la Nouvelle-Calédonie, nous obtenons, alors pas tous les territoires de la France ultramarine, je vous ai fait cadeau de Wallis et Futuna, parce que c'est tellement petit que sur la carte, on peine à le cartographier. Je vous ai fait cadeau aussi des TAF, c'est-à-dire des terres australes, antarctiques françaises.
Bon, les îles Kerguelen par exemple. Et puis voilà, je me suis dit que ça... Si déjà vous connaissez la carte que vous avez sous les yeux, là, avec la petite dizaine, même pas, de territoires, ça devrait aller, vous en connaîtrez au moins autant que le français moyen. Sinon plus. Nous avons fini de situer dans l'espace les territoires français ultramarins, donc on a ensemble recensé quelques-unes de leurs caractéristiques, hein, je vous le rappelle, l'éparpillement, l'éloignement, l'insularité, l'émiettement. Mais situé, c'est pas uniquement seulement situé dans l'espace, c'est aussi situé par rapport à une économie, par rapport à une société. Et là, je vous propose maintenant d'étudier un tableau statistique que nous avions d'ailleurs déjà étudié lors de notre étude de cas géographique portant sur l'île de la Réunion, qui d'ailleurs s'appelle juste Réunion dans ce tableau, hein, mais son vrai nom c'est La Réunion. Et là, maintenant, nous allons étudier les territoires de l'outre-mer par rapport entre eux. Voilà, évidemment, hein, est-ce que la Réunion c'est plus peuplé, plus riche que Mayotte ou pas? Mais surtout, et c'est plus important encore, nous allons essayer de déterminer si les territoires ultramarins ont des caractéristiques communes par rapport à la France métropolitaine qui est en haut de tableau, la première ligne du tableau, et que j'ai cerclé de rouge. Tout le reste du tableau, c'est la France ultramarine, qui est entourée de bleu. Ah, on fait bien les choses quand même ici, hein. Donc regardez donc ce tableau. Mettez-moi sur pause le temps nécessaire. Pour exploiter convenablement ce genre de documents statistiques, il vaut mieux utiliser non pas les lignes, mais les colonnes. Donc raisonner critère par critère. Alors en termes de superficie, ben, il n'y a pas photo, hein. Je vous ai dit tout à l'heure que la Guyane était un territoire bien plus important que les autres, hein, et c'est clair, hein, puisqu'il dépasse les 86 000 km², mais malgré tout, il est clair que les territoires de l'outre-mer sont nettement plus modestes en superficie, beaucoup plus petits si vous préférez, que la France métropolitaine, hein. Et que si on additionne tous les territoires de la France de l'outre-mer, on peinera à atteindre les 100 000 km², ce qui représente moins de 1/5 du territoire métropolitain. Bon, ça confirme bien cette idée de taille très modeste d'émiettement du territoire. En termes de population, même chose. Il est clair que les territoires de l'outre-mer sont évidemment beaucoup moins peuplés que la France métropolitaine, hein, parce que si on additionne tous les habitants de tous les territoires ultramarins, on atteint à peu près 2 500 000 Français, et encore, rappelez-vous que la Réunion en possède à elle seule à peu près 850 000. Donc si on rajoute à la Réunion les 800 000 Antillais de Guadeloupe et de Martinique, c'est clair qu'il ne reste plus beaucoup d'habitants pour le reste de l'outre-mer, hein. Et à ce titre, Saint-Pierre-et-Miquelon fait mieux que les îles Kerguelen, puisqu'encore une fois les îles Kerguelen c'est 0 habitants, mais Saint-Pierre-et-Miquelon c'est 6 000 habitants. Ça fait pas beaucoup, hein. C'est un peuplement assez modeste. Et la Guyane, pardon, premier territoire d'outre-mer pour la superficie, ben, se contente entre guillemets de 250 000 habitants. On a donc affaire à une France peu peuplée. En termes de richesse par habitant, alors là, la comparaison fait encore très mal à l'outre-mer, puisque aucun territoire de l'outre-mer ne parvient, même sans parler de dépasser le niveau de PIB par habitant de la métropole, mais même à l'égaler.
C'est-à-dire que le territoire qui a le niveau de vie, pour dire les choses franchement, à peu près comparable à celui de la métropole, ben c'est Saint-Pierre-et-Miquelon, mais en moyenne, les habitants sont 3000 € moins riches. 3000 €, ça fait à peu près 400 € de moins par habitant par mois, par rapport à un Français, par rapport à un cousin de la métropole. Bon, c'est qu'une moyenne, mais qui commence à parler. Et après, ben, on a des niveaux qui s'effondrent, hein, parce que les habitants de Wallis et Futuna sont 3 fois moins riches en moyenne que les Français de métropole. Là, très clairement, il y a un problème de niveau de vie. Les Guadeloupéens, les Martiniquais, vous voyez déjà, rien qu'entre les deux îles qui sont voisines pourtant, hein, il y a déjà un écart en faveur de la Martinique. Mais la Guyane, les Guyanais sont 2 fois plus pauvres, ou si vous préférez 2 fois moins riches, pour ne vexer personne, 2 fois moins riches que les Français de métropole. Il y a véritablement un fossé de richesse, de niveau de vie, et alors fermant la marche, et là c'est pas 2 fois moins riche, mais c'est 4 fois moins riche, les habitants de Mayotte. Donc là, très clairement, la comparaison n'est pas en faveur de la France ultramarine. La France ultramarine est pauvre. Et ça se vérifie au niveau de l'indicateur du développement. Alors certes, la France fait partie, si ça n'a pas changé, la France est au 13 ou 14e rang mondial. Donc, évidemment, c'est un haut niveau. Mais les chiffres sont assez terribles, hein. Ce sont les Antilles françaises avec Guadeloupe et Martinique qui s'en sortent le mieux. Mais il y a quand même 0,60 de retard. Et alors après, on est encore dans la moyenne mondiale, hein, parce que la moyenne mondiale est à peu près à 0,730, c'est-à-dire que la Polynésie française est dans la moyenne mondiale. Mais très clairement, il y a un retard, parce que je vous le rappelle, hein, l'IDH, ça se mesure entre 0 et 1. Donc ça n'a pas l'air comme ça, mais quand vous êtes à 0,750, comme pour la Réunion, ben, entre 0,750 et 0,895 pour la France métropolitaine, ça fait déjà un écart assez sensible. Alors je ne vous parle pas du 0,653 de Mayotte. Et avouez qu'on ne le jurerait pas, hein, parce que on a tous en tête ces petits paradis tropicaux qui sont aussi parfois des paradis fiscaux pour certaines îles voisines, des îles françaises. Tiens, Saint-Barthélemy, on en a entendu parler parce que Johnny Hallyday avait une villa assez luxueuse sur le littoral de Saint-Barthélemy, et c'est vrai que là on a affaire à des photographies de cartes postales, admirer la taille des yachts. Comment se pourrait-il que les habitants de l'île soient pauvres? Eh ben, mais c'est qu'ils ne sont pas tous chanteurs de rock, hein, ils ne sont pas tous patrons d'entreprises du CAC 40, c'est-à-dire les entreprises les mieux placées à la Bourse de Paris. Il y a aussi des habitants qui sont très pauvres, qui vivent et travaillent parfois au service des riches touristes. Donc en réalité, l'image peut être trompeuse. Comme du reste, l'idée d'associer, parce que c'est très vite fait dans l'imaginaire des gens, d'associer l'outre-mer français au soleil et aux palmiers. Parce que ben, depuis le temps que je vous parle des TAF, c'est-à-dire les terres australes et antarctiques françaises, hein, ben, voilà à quoi ressemblent les îles Kerguelen. Alors je vous avais dit qu'il n'y a pas d'habitants. Alors il y a parfois, mais ça n'est pas un habitat permanent. Vous avez parfois des scientifiques qui viennent, alors Dieu seul sait d'ailleurs faire quoi. Ils viennent faire, j'imagine, des expériences, des expérimentations dans cette île où la température moyenne en été est de 7 degrés. Hein, c'est quand même un petit peu plus frais qu'à Tronget.
et de 2 degrés en hiver, et oui, parce qu'on est très très au sud, on s'approche de l'Antarctique, hein. Et surtout, c'est pas la peine de chercher un arbre, donc surtout pas un palmier, parce que cette île est tellement battue par les vents, comme les autres d'ailleurs, la région, que pas un arbre ne serait capable de pousser, hein. On a affaire à un désert quasi lunaire, hein. Donc, vous voyez, la diversité de la France de l'outre-mer se retrouve aussi dans la diversité de ses paysages et de ses conditions de vie. Conditions de vie qui ne sont pas non plus toujours paradisiaques, quand bien même on se trouve au bord d'une magnifique mer chaude, bien bleue ou bien verte, avec des palmiers et un soleil permanent, parce que même dans cette France de l'outre-mer, il faut compter avec les colères de la terre. Je vous ai parlé du piton de la Fournaise qui donne régulièrement des signes d'activité, surtout dans la deuxième moitié des années 2010. Mais il faut savoir, par exemple, qu'en 1976, à la Guadeloupe, il a fallu évacuer 76 000 personnes pendant 3 mois parce que vous avez le volcan de la Soufrière, hein, la vieille dame, comme on la surnomme sur place, qui a fait des siennes et qui est extrêmement dangereuse, hein, avec des projections de lave dans l'atmosphère. Bon, et alors je vous ai gardé le meilleur pour la fin, c'est-à-dire sur l'autre île, celle de la Martinique, la montagne Pelée, qui est aussi un volcan qui a explosé et qui en 1906 a tué plusieurs milliers de personnes, en dévastant une bonne partie de l'île. Et donc, dans ces conditions, ça n'est pas toujours facile, hein, de vivre dans ce qui peut paraître un paradis, mais qui peut aussi se transformer très rapidement en véritable enfer. Sans compter que, comme beaucoup des territoires français ultramarins sont situés dans la zone intertropicale, c'est-à-dire proximité de l'équateur, entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne, eh bien, ces territoires sont malheureusement situés dans le couloir des cyclones, hein. Les cyclones ne frappent pas que les États-Unis et le golfe du Mexique, ils frappent aussi parfois notamment les Antilles. Et par exemple, en 2007, le cyclone Dean a ravagé les Antilles françaises. Alors, le bilan humain est relativement modeste, même si c'est dommage pour les 2 victimes qui en sont mortes. Mais surtout, c'est que pour des années, les plantations de bananes et de canne à sucre ont été détruites, hein. Il a fallu pratiquement 10 années à la banane antillaise, guadeloupéenne et martiniquaise pour faire son retour triomphal sur les étals des épiceries, des hypermarchés français et européens. Donc, encore une fois, il faut faire avec les colères de la terre et du climat. Bon, ceci dit, il ne faut pas non plus noircir le tableau. L'outre-mer français n'est pas qu'un endroit où le vent siffle en rafale, où des vagues de submersion ravagent le territoire, ou sinon des territoires où on attrape des coups de soleil à finir à l'hôpital. Il est clair que l'outre-mer français apporte énormément de valeur ajoutée à la France. Prenons par exemple l'exemple de la Guyane. La Guyane, qu'on surnomme parfois l'enfer vert, parce que, ben oui, c'est la forêt amazonienne, mais version française. Bon, mais ça n'est pas que la forêt amazonienne. Alors déjà, on peut y exploiter le bois,
de manière durable et raisonnée, bien entendu, mais donc il y a une exploitation, il y a une filière bois. Ça sert aussi de terrain de jeu immense à la Légion étrangère qui peut ainsi se préparer à ses missions de combat dans un espace naturellement hostile, il faut bien le reconnaître. Donc ça aussi c'est utile, mais la Guyane, parce qu'elle se trouve quasiment à hauteur de l'équateur, alors là pour une raison qu'il ne faut pas me demander à moi, mais que vous pourrez demander à un scientifique, propose une fenêtre de tir idéale pour les fusées du programme Ariane, hein, c'est-à-dire que voilà, on ne peut pas positionner mieux les fusées pour les envoyer dans l'espace. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Américains font partir leurs fusées de Cap Canaveral, qui est à l'extrémité sud de la Floride. Et la Floride, au fond, n'est pas très très éloignée à vol d'oiseau de la Guyane française, hein. Mais on trouve aussi dans le sous-sol guyanais beaucoup de ressources, en particulier de la bauxite, de l'uranium, de l'or, beaucoup d'or, ce qui attire aussi d'ailleurs la convoitise d'orpailleurs, c'est-à-dire de chercheurs d'or mafieux, clandestins, illégaux. Mais il se trouve que la richesse de la Guyane est aussi au large, en plein océan, avec la présence avérée, hein, c'est la petite carte en haut à droite, la présence avérée de pétrole sous-marin. Bon, alors le problème c'est que ce pétrole sous-marin, il jouxte un parc naturel régional lui-même maritime, donc ça risque de rentrer en conflit, mais il y a du pétrole sous-marin, et donc vous voyez le fameux proverbe français, en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées, ben, on a peut-être des idées mais on a aussi du pétrole, mais au large de la Guyane, mais en France quand même. Et à ce propos, l'existence du pétrole sous-marin au large de la Guyane nous rappelle que l'un des grands intérêts de la France ultramarine, c'est d'offrir à notre pays la deuxième zone économique exclusive au monde, le deuxième domaine maritime mondial au monde, hein. Je vous l'ai déjà expliqué lorsque nous avons évoqué l'étude de cas associée à l'île de la Réunion, à savoir que dans un périmètre qui peut atteindre 200 miles marins, tout ce qui se trouve à l'intérieur et sous la mer, alors évidemment pas les navires de pêche, pas les navires de croisière ou les navires marchands, hein, eux ils ne font que traverser, ils ne deviennent pas subitement français, hein, ça va de soi, mais toutes les ressources, la pêche, les minerais, le pétrole, sont propriété française. Et donc, du coup, on voit que, par exemple, les petites miettes que représentent sur l'immense océan Pacifique les îles de la Polynésie française, eh ben, ça permet à la France d'avoir déjà une immense zone économique exclusive. Donc ça aussi, c'est un gros atout pour la France. Et d'ailleurs, il y a de cela 2 ou 3 ans, et je dois dire que c'est passé totalement inaperçu, moi-même je l'ai découvert un peu par hasard, et bien figurez-vous que la France a gagné, entre guillemets, 500 000 km² de superficie maritime en plus, et ça n'a l'air de rien, mais c'est l'équivalent quasiment de la superficie de l'Hexagone. Donc c'est toujours bon à prendre. Et effectivement, hein, vous avez la confirmation que la France possède la deuxième zone économique exclusive au monde, derrière les États-Unis, et encore de peu derrière les États-Unis, avec plus de 11 millions de km², ce qui fait quand même 22 fois la superficie de l'hexagone continental français. Ceci dit, même si
la France ultramarine apporte de la richesse au territoire national, et en particulier une richesse que je n'ai pas encore soulignée, c'est celle de la diversité ethnique des populations ultramarines. On l'a vu, malheureusement, l'outre-mer français est pauvre. Il y a des difficultés sociales très importantes, socio-économiques très importantes, des retards de développement, ce qui explique des tensions sociales assez permanentes. Et comme vous pouvez le voir avec cette diapo, c'est juste un rappel, il n'y a pas qu'à La Réunion qu'on peut trouver des gilets jaunes ou tout simplement des gens en colère, et que dans le cas de la Guyane en plus, mais ça pourrait être le cas ailleurs dans des territoires ultramarins, je pense notamment à la Nouvelle-Calédonie, il faut que la France métropolitaine, hein, fasse très attention à ne pas donner le sentiment aux Français ultramarins qui sont des Français de seconde zone, autrement dit des sous-Français. Il ne faudrait pas donner l'impression qu'ils sont des indigènes, parce qu'ils sont à des milliers de kilomètres, parce qu'ils sont loin des yeux de la France, de l'autre France plutôt. Parce que vous voyez sur cette photographie, bon, on aperçoit le drapeau rouge d'un syndicat qui est aussi très implanté en France métropolitaine. Bon, mais à côté, on voit un drapeau qui est le drapeau non officiel de la Guyane, et que si certains Français se sentent moins français que d'autres, ils pourraient tout simplement être tentés de réclamer leur indépendance. Parce que, après tout, hein, si c'est pour être considérés comme des Français de second ordre, eh ben, pourquoi ne pas être Guyanais ou Réunionnais ou... Voilà. Donc là, il y a un enjeu majeur, et pas seulement que de territoire, qui se dresse devant la France. Et c'est pour cela que les territoires ultramarins sont sous perfusion économique, notamment pour les populations les plus pauvres. Eh bien, les minima sociaux s'appliquent, hein. Donc vous avez des records de France de bénéficiaires de minima sociaux dans certains territoires de l'outre-mer, comme en Guyane, comme à Mayotte, comme à La Réunion, hein, les territoires les plus pauvres, les plus déshérités. Et vous avez aussi, parce qu'on ne peut pas juste se contenter de balancer de l'argent aux plus pauvres, hein, il faut aussi essayer de sortir les territoires ultramarins de leur retard de développement. Donc vous avez aussi de vastes chantiers d'aménagement du territoire. Donc c'est un simple rappel, hein. Je vous ai déjà parlé par exemple de la nouvelle route du littoral à La Réunion, mais sachez qu'il n'y a pas qu'à La Réunion que la France métropolitaine injecte de l'argent. Il y a aussi, et c'est souvent dans les domaines des transports, parce qu'encore une fois, les transports, les communications, c'est crucial en termes d'aménagement du territoire. Vous avez ce projet, enfin qui est devenu une réalité, ce pont sur l'Oyapock, qui est un pont jeté sur le fleuve Oyapock, qui sert de frontière naturelle entre le Brésil et la Guyane. Le but, c'était de désenclaver la Guyane, parce qu'au fond, la Guyane, c'est une sorte de cul-de-sac, parce qu'il y a la forêt amazonienne, donc il y avait une sorte de cul-de-sac entre le Brésil et la Guyane. Donc l'idée, c'était de dynamiser les relations, notamment économiques, entre les deux pays. Donc c'était une très bonne idée. Le pont a coûté beaucoup moins cher que ne coûtera celui de la Réunion. Il n'y a qu'un seul mais, c'est que le Brésil n'a pas réellement fait sa part du boulot, et que oui, bien sûr, il y a un désenclavement entre le Brésil et la France, mais comme le Brésil n'a pas construit de portion de route de son côté, et ben malheureusement le pont de l'Oyapock ne sert pas encore aujourd'hui à grand chose. Mais ça, on ne peut pas le reprocher à la France, on peut le reprocher davantage au manque de volonté politique côté brésilien. Mais donc, encore une fois, et pour la dernière fois, l'aménagement du territoire sert à tenter, avec plus ou moins de réussite, de corriger les inégalités, les déséquilibres, les injustices
entre les territoires. Voilà, j'en ai fini de la mise en perspective des territoires de la France ultramarine. Je vous propose de retenir 3 chiffres clés. Le premier, c'est 120 000 km, c'est-à-dire à peine 1/5 du territoire de la métropole. C'est ce que représente la totalité des territoires ultramarins français. Mais pour autant, c'est quand même la deuxième zone économique exclusive ZEE maritime au monde, grâce à cette France ultramarine. Et enfin, 2,5 millions d'habitants peuplent les territoires ultramarins français. Voilà, il ne vous reste plus qu'à découvrir le texte de la 6e leçon, intitulée « Les territoires de la France ultramarine » et qui reprendra à peu près tout ce que nous avons vu au cours de la séance et même des 2 séances précédentes dédiées à la double étude de cas sur la Réunion. Je vous en souhaite bonne lecture, bon apprentissage. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, probablement historiques.